Je suis Samantha Hart, 34 ans, assise au banc de la Défense dans ma propre salle d'audience, le pouce caressant l'écharpe rouge loup posée sur mes genoux. De l'autre côté, Kevin et Karine riaient avec leur avocate, déjà en train de dépenser les 5,5 millions d'euros qu'ils croyaient pouvoir me voler. Ils ne m'avaient même pas reconnu. Puis la voix du huissier a tranché le silence. Veuillez vous lever pour accueillir l'honorable juge Samantha Hart. Mes parents se sont levés, s'attendant à voir une inconnue. Mais je me suis levée avec eux. J'ai contourné la barre, gravi les marches et pris place derrière le pupitre. Le sourire de leur avocate s'est figé instantanément. Aujourd'hui, j'ai besoin que vous soyez le jury. Si vos parents vous avaient abandonné comme un vulgaire bagage pour faire du profit, est-ce que vous leur accorderiez une seconde chance? Ou est-ce que vous les détruiriez? Écrivez coupable ou innocent en commentaire maintenant. Je veux savoir ce que vous en pensez avant de vous raconter ce qu'ils ont fait. C'était en 1994. L'aéroport d'Ohare était l'endroit le plus bruyant du monde. Le terminal 3 bourdonnait d'un vacarme qui résonnait jusque sous mes baskets. Les gens couraient, les annonces retentissaient, les tapis roulants bourdonnaient d'un bruit mécanique constant. Mais moi, je ne faisais pas partie du mouvement. Je me sentais comme une pierre dans une rivière. Immobile. J'avais 5 ans. Enveloppée dans une écharpe rouge loup qui me grattait le cou. Elle était trop longue, traînait sur le sol sale en lino. Mais je refusais de l'enlever. C'était la seule chose entre moi et le courant glacé qui entrait par les portes automatiques. Kevin et Karine marchaient devant moi. Ils ne me tenaient pas la main. Ils regardaient leur montre, leurs gestes étaient secs, synchronisés. Ils n'avaient pas l'air de parents sur le point de perdre leur enfant. Ils ressemblaient à des gens pressés d'assister à une réunion d'affaires. Ils avaient l'air agacés. Karine m'a lancé un regard par-dessus l'épaule, les yeux plissés. « Dépêche-toi, Samantha. Tu nous ralentis. » Ils m'ont emmené au-delà des comptoirs, des retrouvailles joyeuses aux portes d'embarquement, jusqu'à la zone des bagages hors format. Un espace immense, industriel, où des clubs de golf et des sièges auto étaient recrachés sur un tapis en métal. L'air sentait le kérosène et le café froid. « Attends ici, a dit Kevin. Il a désigné un banc métallique, vissé au sol. Garde les sacs. On va chercher les billets. Ne bouge pas d'ici. Pour combien de temps? Ai-je murmuré. Compte les sacs, a répondu Karine sans me regarder. Elle fixait les sorties. Compte jusqu'à 5 cents. Quand tu auras fini, on sera revenu. Je me suis assise. J'ai tiré l'écharpe rouge sur mon nez. Et j'ai commencé à compter. 2, 3, une paire de skis, une housse de guitare, un carton scotché. Je suis arrivée à 50 puis 100. La foule s'amenuisait. Le bruit du tapis était devenu hypnotique. 200. 300. À 500, le tapis s'est arrêté. Les passagers étaient partis. La lumière semblait plus terne, avec ce bourdonnement sourd-propre au lieu vide. Je serrais l'écharpe contre moi. Et j'ai compris, quelque chose qu'un enfant de 5 ans ne devrait pas pouvoir formuler. Ils n'étaient pas en retard. Ils n'étaient pas perdus. Leur regard, en partant, n'était pas inquiet. Il était soulagé. Ils m'avaient déposé là comme un bagage encombrant. À abandonner. À ne jamais réclamer. C'est là que le silence m'a frappé. Ce n'était pas un calme apaisant. C'était une couverture étouffante, posée sur ma poitrine, m'empêchant de respirer. Ce silence a brisé quelque chose en moi. Il m'a volé ma voix. Pendant 4 ans après ce jour, j'ai à peine parlé. J'ai laissé le monde m'arriver, incapable d'émettre un son. Il m'a fallu 3 décennies pour apprendre que le silence pouvait être une arme, pas juste une blessure. Aujourd'hui, quand je siège au tribunal et que la salle se tait en attendant mon verdict, c'est moi qui contrôle le silence. Je l'impose pour qu'on me respecte. Mais ce jour-là, dans le terminal 3, le silence me contrôlait. Il me disait que je n'étais rien. Je ne sais pas combien de temps je suis restée figée là. Un agent de sécurité sur un gyropode est passé, m'a aperçu, a fait demi-tour. Mais avant qu'il ne parle, un homme en costume gris est sorti de l'ombre d'un pilier. Il était là depuis un moment, je l'ai compris plus tard. Il attendait. Il observait. Pour voir si quelqu'un reviendrait. Il était grand, les yeux doux derrière des lunettes cerclées de fils de fer. Il n'avait rien d'un héros. On aurait dit un comptable. Elle est avec moi, a dit le gardien, en attrapant sa radio. Je vais appeler les services sociaux. Non, a dit l'homme. Sa voix était douce, mais tranchante comme une lame. Il s'est accroupi devant moi, sans toucher le sol crasseux, sans me toucher non plus. Il m'a juste regardé droit dans les yeux, comme pour dire, je te vois. Je m'appelle William, a-t-il dit. Je les ai vus partir. Je suis désolé.
Il n'a pas menti. Il n'a pas dit qu'ils allaient revenir. Il m'a dit la vérité. Et à cet instant, il m'a sauvé du mensonge que je me répétais pour survivre. Il est resté jusqu'à l'arrivée de la police. Il est resté pendant mon placement en famille d'accueil. Et au final, il est resté pour de bon. Il a été le filet de sécurité qui m'a rattrapé quand mon propre sang m'a lâché. William est mort un mardi matin. Discrètement. Comme il avait vécu. Pas de fanfare. Pas de journaux. Juste une petite cérémonie, avec le personnel du foyer qu'il avait secrètement financé pendant des années. J'étais au premier rang, portant mon écharpe rouge, sentant le poids du silence revenir. Il avait été mon encre. La preuve vivante que je n'étais pas qu'un bagage oublié. Puis vint la lecture du testament. Je m'attendais à une petite maison, peut-être quelques économies. À la place, l'avocat m'a remis un dossier épais comme un dictionnaire. William n'était pas qu'un comptable retraité. C'était un investisseur providentiel qui avait soutenu 3 des plus grandes startups technologiques des années 90. Il avait vécu simplement pour pouvoir donner généreusement. Le montant final ? 5,5 millions d'euros. 100 000 euros pour chaque année de sa carrière de 55 ans. Il m'a tout légué. L'information a éclaté 2 jours plus tard. Une juge locale hérite d'une fortune secrète. Un projecteur que je redoutais. Il a fallu exactement 48 heures pour que le téléphone sonne. Ce n'était pas un appel. C'était un huissier. On m'a assigné à domicile pour usurpation de garde et vol d'héritage. Les plaignants ? Kevin et Karine Hart. Ils n'ont pas cherché à me parler. Ils n'ont pas demandé à me voir. Ils ont attaqué en justice. Selon eux, William m'avait enlevé à l'aéroport il y a 30 ans. Ils affirmaient m'avoir cherché sans relâche, victime d'un complot d'enlèvement. Ils réclamaient les 5,5 millions d'euros, en plus de la maison de William, pour compenser leur douleur et leur souffrance. Je me suis assise dans mon salon, lisant leurs plaintes. C'était une œuvre de fiction. Ils décrivaient leur supplice d'avoir perdu leur fille chérie. Ils parlaient d'un vide dans leur cœur, jamais refermé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. Je suis passée en mode magistrate. Je n'ai pas réagi comme une fille, mais comme une juge examinant un dossier. Et c'est là que je l'ai vu, leur bilan narcissique. Pour des parents normaux, un enfant est une personne. Pour Kevin et Karine, j'étais un actif. À 5 ans, j'étais une charge, une bouche à nourrir, un poids à trimballer dans un aéroport. Alors ils m'ont liquidé. Abandonné au tapis à bagages pour réduire leurs pertes. Mais 30 ans plus tard, ma valeur avait changé. Je n'étais plus un fardeau. J'étais un actif rentable. Avec une étiquette à 5,5 millions d'euros. Ils n'étaient pas revenus par amour. Ils étaient revenus parce que leur investissement était arrivé à maturité. Ils voulaient encaisser. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la comptabilité. Ils essayaient d'équilibrer leur compte avec ma vie. Et l'audace, cette cupidité froide, sans filtre, a brûlé les derniers restes de la petite fille apeurée en moi. Ils pensaient attaquer une victime. Ils ne savaient pas qu'ils attaquaient la loi elle-même. J'ai posé les papiers. Je n'ai pas appelé un avocat tout de suite. J'ai marché jusqu'au miroir. J'ai vu les yeux de l'enfant qui avait compté jusqu'à 500. Et ceux de la femme qui avait mis des criminels sous les verrous pour bien moins que ça. Rejeté. J'ai murmuré ces mots à la pièce vide. Puis j'ai décroché mon téléphone et appelé la meilleure experte en finances judiciaires de l'État. J'ai besoin que tu creuses. Remonte jusqu'à 1994. Trouve tout. Ils voulaient un combat ? Je leur offrirai la guerre. Et je m'assurerai qu'elle leur coûte tout ce qui leur restait. Je n'ai pas répondu à la plainte. Je n'ai pas appelé Kevin ni Karine pour crier, supplier ou demander pourquoi. Ça, c'est ce qu'une fille ferait. Moi, je n'étais plus une fille. J'étais une plaignante construisant un dossier contre 2 prévenus qui avaient commis une erreur fatale de calcul. Je suis restée en mode magistrate. Dans mon métier, on ne juge pas avec le cœur. On juge avec les preuves. J'ai contacté Sarah Jenkins, la comptable judiciaire la plus redoutable de Lyon, localisation adaptée. Je lui ai donné un seul ordre. Remonte à 1994. Découvre d'où vient leur argent. Les escrocs ne changent pas. S'ils sont assez cupides pour m'attaquer aujourd'hui, ils l'étaient déjà à l'époque. On n'abandonne pas un enfant sans chercher à en tirer profit. Pendant 3 jours, ma salle à manger s'est transformée en salle de guerre. On a épluché des déclarations fiscales, des archives immobilières, des dossiers poussiéreux qui sentaient le moisi. La plupart pensent que le passé est enterré. Il ne l'est pas. Il attend juste d'être numérisé.
Sarah a trouvé l'anomalie un mardi soir. Sam, regarde 1995. Je me suis penchée au-dessus de son épaule. Là, au fond d'une pile de documents judiciaires numérisés du tribunal de Cook County, un numéro de dossier civil. Kevin et Karine Hart contre American Continental Airlines. Ils ne s'étaient pas juste volatilisés. Ils avaient poursuivi la compagnie aérienne. J'ai récupéré le dossier complet. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient froides, précises, tournant les pages de mon propre effacement. La plainte était un chef-d'œuvre. Ils affirmaient que le 6 novembre 1994, ils avaient confié leur fille adorée à un agent de la compagnie pour un vol non accompagné vers un proche malade. Ils accusaient la compagnie de négligence. Ils disaient que j'avais disparu faute de surveillance. C'était un mensonge. Il n'y avait ni billet, ni parents malades. Ils m'avaient mené à la zone des bagages et abandonné. Mais en 1995, sans caméra partout, sans traçage numérique, on pouvait raconter ce qu'on voulait. Ils avaient réclamé des dommages émotionnels, une perte de lien familial. Ils jouaient les parents brisés, dont l'enfant avait été avalé par le système. Et puis je l'ai vu, l'entente à l'amiable. La compagnie, désespérée d'éviter un scandale, avait préféré payer. Le chèque, 450 000 $. En 1995, c'était une fortune. Assez pour acheter une maison, 2 voitures et un silence à vie. Mais ce n'était pas le vrai smoking gun. Le vrai était l'affidavit joint à l'accord. Pour toucher l'argent, Kevin et Karine avaient dû signer une déclaration sous serment. J'ai lu les mots. Et pour la première fois en 30 ans, j'ai senti l'air quitter la pièce. Nous, les parents, reconnaissons que l'enfant mineur, Samantha Hart, est présumé décédé. Nous acceptons ce règlement comme compensation complète et définitive pour la perte injustifiée de notre enfant et nous dégageons la compagnie aérienne de toute responsabilité future. Il l'avait signé. La signature de Kevin était anguleuse, nerveuse. Celle de Karine, arrondie, soignée. Il m'avait déclarée morte, légalement. Ils avaient regardé un papier affirmant que je n'existais plus et ils l'avaient signé en échange d'un chèque. Ils ne m'avaient pas perdu. Ils m'avaient liquidé. Je me suis adossée à mon fauteuil. La colère en moi n'a pas explosé. Elle s'est cristallisée en quelque chose de dur, précis, comme un diamant. Ils avaient vendu ma vie pour 450 000 $. Tout dépensé. Et maintenant, ils revenaient pour me revendre encore une fois. Ils pensaient que j'étais un fantôme. Et que les fantômes ne peuvent pas se battre. J'ai décroché mon téléphone et appelé mon avocat. Je l'ai. Pas de négociation. On va au procès. J'ai regardé une dernière fois leur signature. Ils avaient signé mon arrêt de mort. Maintenant, j'allais signer le leur. Le procès était un théâtre. Et Kevin et Karine en étaient les vedettes. Ils sont venus à la barre, vêtus de couleurs sobres. Leurs visages affichaient des expressions soigneusement étudiées de chagrin. Karine a pleuré sur commande. Elle a parlé du vide dans son cœur, du poids de l'inconnu. Elle a peint un tableau bouleversant de 2 parents dévoués, victimes d'un prédateur riche qui leur aurait volé leur bébé dans un terminal bondé. C'était une performance convaincante. Si je n'avais pas vécu la vérité, j'aurais presque pu les croire. Ils ne ressemblaient pas à des monstres. Ils ressemblaient à des victimes. À des parents ayant gardé une place vide à table pendant 30 ans. Moi, j'étais là, au banc de la défense, le visage impassible. Je n'ai pas objecté. Je ne les ai pas interrompus. Je les ai laissés ériger leur monument au chagrin, brique après mensonge. Plus leurs mensonges montaient haut, plus ils seraient durs à faire tomber. Quand notre tour est venu, nous n'avons pas appelé d'experts, ni de témoins de moralité. Nous avons appelé un seul nom. La défense s'appelle Megan Hart. L'air a quitté la salle. Kevin a brusquement tourné la tête vers les portes. Karine a étouffé un petit cri étranglé. Ils ne l'avaient pas vu venir. Ils pensaient que Megan, leur fille qu'ils avaient gardée et élevée, leur était fidèle. Qu'elle faisait partie de la mascarade. Megan a descendu l'allée. Elle avait 28 ans, assistante sociale, les yeux fatigués, une posture qui s'excusait d'exister. Elle n'a pas regardé nos parents. Elle m'a regardé moi. C'était comme regarder un miroir qui aurait vieilli autrement. Nous avions le même nez, la même mâchoire. Mais là où j'étais devenue dure, elle était devenue lourde. Elle a prêté serment. Puis elle a démoli leur récit. Megan, demanda mon avocat, comment c'était de grandir chez les Hart. Elle inspira profondément. C'était comme vivre dans un mausolée. Sa voix était calme, mais ferme. Je n'étais pas juste leur fille. J'étais le remplacement. J'ai grandi dans l'ombre de la sœur perdue.
Mais ce n'était pas pour Samantha qu'ils étaient en deuil. C'était pour l'histoire qu'ils racontaient. C'est le paradoxe du fantôme. J'avais toujours cru que Meghan avait eu de la chance. Qu'elle avait une famille. Mais en l'écoutant, j'ai compris. C'est moi qui m'étais échappé. C'est elle qui était restée prisonnière de leurs mensonges. Ils ont utilisé cette histoire, a-t-elle continué. À chaque loyer en retard. À chaque perte au jeu. Ils évoquaient le drame. L'église leur donnait de l'argent. Les voisins apportaient des plats préparés. Samantha n'était pas une personne. Elle était de la monnaie. Son absence payait les factures. Karine s'est levée, le visage écarlate. Meghan, arrête ça. Je t'interdis. Asseyez-vous. A aboyé le huissier. Meghan n'a pas bronché. Elle a sorti une boîte à chaussures de son sac. Elle sentait le grenier et le renfermer. Ils ont dit qu'ils avaient tout dépensé pour la chercher, dit-elle. Qu'ils avaient embauché des détectives. Qu'ils avaient tout fouillé. Mais la semaine dernière, en rangeant le grenier, j'ai trouvé ça. Elle ouvrit la boîte. Pas de prospectus d'enfants disparus. Pas de lettre à la police. Des tickets de casino. L'empresse Riverboat Casino de Joliet. Elle montra des tickets thermiques, décolorés. Datés des 7, 8 et 9 novembre 1994. La semaine où Samantha a disparu. Pendant que la police la cherchait à l'aéroport, Kevin et Karine jouaient au casino. Ils ne cherchaient pas. Ils fêtaient leur coup. Le silence dans la salle était total. Le même silence écrasant que j'avais connu dans la zone des bagages. Sauf que cette fois, il ne m'écrasait pas moi. Il les écrasait eux. Meghan les regarda, les larmes débordant enfin. Je me suis longtemps sentie coupable d'être celle qui est restée, murmura-t-elle. Mais je comprends maintenant, c'est Samantha qui s'en est sortie. Moi, j'étais celle qui était restée prisonnière. Kevin s'est effondré dans son fauteuil. Un homme dont la vie entière venait d'être révélée comme un mensonge creux. Ils n'avaient pas seulement abandonné une fille. Ils avaient dévoré l'autre. Mon avocat n'a pas laissé le temps à la salle de respirer. Le témoignage de Meghan avait fendu la structure, mais il fallait faire tomber toute la maison. Il s'est avancé vers le juge et a déposé un seul document. Un exemplaire certifié du règlement à l'amiable de 1995, retrouvé dans les archives de Cook County. Votre honneur, dit-il, sa voix coupant le silence abasourdi. Les plaignants réclament la garde d'un héritage, en se basant sur des droits parentaux. Or, selon cette déclaration sous serment signée le 12 décembre 1995, Kevin et Karine Hart ont légalement déclaré leur fille, Samantha Hart, décédée. Le visage de Kevin est devenu gris cendre. Karine lui a agrippé le bras, les ongles enfoncés dans la manche de son costume bon marché. Il savait exactement ce que ce papier représentait. C'était le reçu de ma vie. La juge a lu le document. Ses yeux se sont plissés. Elle a levé le regard vers les plaignants. Et l'expression qu'elle portait n'avait plus rien de neutre. C'était du dégoût pur. Monsieur et Madame Hart, dit-elle, la voix basse, tranchante. Vous avez accepté 450 000 $ de la compagnie American Continental Airlines pour la mort injustifiée de votre enfant. Vous avez signé une déclaration affirmant qu'elle était décédée. Alors une seule de ces deux choses est vraie aujourd'hui. Soit vous avez commis un détournement de fonds et une fraude en 1995, soit vous êtes en train de mentir sous serment aujourd'hui. La trappe venait de se refermer. S'ils admettaient que j'étais vivante à l'époque, ils devenaient coupables de vol aggravé. S'ils maintenaient que j'étais morte, ils n'avaient aucun droit de revendiquer quoi que ce soit. Les fantômes n'ont pas d'héritier. Leur avocat, comprenant qu'il avait été piégé, s'est physiquement éloigné d'eux. Il a commencé à ranger sa mallette. Je me suis levée. Je n'ai pas demandé la parole. Je n'ai pas attendu que mon avocat s'exprime. Je me suis avancée dans l'allée, en face d'eux. Pendant 30 ans, j'avais eu peur de ces gens. Je les avais laissés hanter chaque pièce silencieuse. Mais à cet instant, tremblant, acculé, minuscule, je ne voyais plus des monstres. Je voyais des parasites. Vous m'avez vendu. Je n'ai pas crié. J'ai utilisé la même voix que pour condamner un récidiviste violent, froide, plate, irrévocable. Vous ne m'avez pas juste laissé à l'aéroport. Vous m'avez encaissé. Vous avez mis un prix sur votre propre fille, et vous l'avez dépensé en blackjack et en machine à sous. Karine a voulu parler. Elle a ouvert la bouche, les larmes ruisselant. Le même spectacle qu'elle avait servi à l'église, aux voisins, à Meghan. Samantha, s'il te plaît. On était jeunes. On avait peur. On t'aimait. Vous m'avez déclarée morte, les jeux interrompus.
Vous avez signé un papier affirmant que je n'existais plus pour pouvoir acheter un bateau. Félicitations. Vous aviez raison. La fille que vous aviez est morte. Elle est morte dans le terminal 3. Je me suis penché plus près, laissant s'installer un silence presque insupportable. C'était le marteau du silence. Je ne m'y noyais plus. Je le brandissais. Un fantôme ne peut pas hériter, Kevin. Mais un fantôme peut hanter. Et je te le promets, je vous entrai avec chaque arme juridique à ma disposition, jusqu'à ce que vous regrettiez d'avoir jamais réapparu dans ma vie. La juge a frappé du marteau. Le son claqua comme un coup de feu. Affaire classée, avec préjudice. Huissier, escortez les plaignants en garde à vue. Je transmets ce dossier au procureur pour enquête immédiate, fraude à l'assurance et faux témoignage. Kevin et Karine ont commencé à hurler. Mais je ne les ai pas regardés. Je leur ai tourné le dos, comme ils m'avaient tourné le dos. Les retombées ont été totales. La prescription pour la fraude de 1995 était un nœud juridique complexe. Mais le parjure en audience publique, lui, était tout frais. Ils ont été inculpés 3 semaines plus tard. Les journaux locaux, qui parlaient jadis de la fortune secrète d'une juge, ont publié un nouveau titre. Les parents qui ont vendu leur enfant. Leur réputation a été réduite en cendres. L'Église les a reniés. Les voisins, qui leur avaient apporté des plats cuisinés pendant 30 ans, ont exigé des explications. Ils n'ont rien pu dire. Ils ont perdu leur maison à cause des frais de justice. Ils n'avaient plus rien. Pas d'argent. Pas de statut. Et plus de filles. Je n'ai pas gardé les 5,5 millions d'euros. William ne me les avait pas laissés pour acheter un yacht. Il me les avait donnés pour construire un filet de sécurité. J'ai utilisé cet argent pour fonder l'association Bagages Klein. Nous offrons une défense juridique de haut niveau aux jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance quand ils deviennent majeurs. Quand l'État cesse de s'en occuper, nous prenons le relais. Nous veillons à ce qu'aucun enfant ne se retrouve seul dans un terminal, à se demander s'il compte. 6 mois plus tard, j'étais dans un café du centre-ville de Lyon, localisation adaptée. En face de moi, Megan riait à une de mes blagues. Elle était différente. Le poids sur ses épaules avait disparu. Elle avait quitté son poste dans l'administration et travaillait désormais à la fondation, en tant que responsable du pôle social. On bâtissait une relation à zéro, brique après brique, sans les mensonges de nos parents pour tout empoisonner. Je saisis ma tasse, et la manche de mon manteau glissa, révélant l'écharpe rouge en laine que je portais. Je ne la portais pas parce que j'avais froid. Je la portais parce qu'elle m'allait bien. Ce n'était plus un bouclier. C'était juste une écharpe. Le café bourdonnait de bruit de tasses et de voix. Mais pendant un instant, je me suis concentré sur le silence en dessous. Ce n'était pas le silence terrifiant du terminal. C'était le silence d'un dossier enfin clos. Le silence d'une dette payée en entier. J'ai regardé Megan. J'ai regardé le travail que nous faisions. Et j'ai compris que William avait eu raison. Je n'étais pas la fille qu'on avait laissée. J'étais celle qu'on avait sauvée.